Imaginez un instant, une force sur Terre tellement colossale qu'elle en devient presque invisible. Oui, une puissance cachée juste là, sous nos pieds. Une force qui ne construit pas de montagne, non, mais qui, en silence, accumule une énergie capable de redessiner le monde tel qu'on le connaît. C'est ça, la menace silencieuse des supervolcans. Et voilà, cette image, elle résume parfaitement une vérité fondamentale. Sous des paysages qui nous semblent si calmes, si paisibles, eh bien, se cachent des forces géologiques absolument titanesques. C'est précisément là qu'on entre dans le monde des supervolcans. Bon, on va tout de suite mettre de côté l'image d'Épinal, vous savez, le volcan classique en forme de cône qui crache de la lave. La force dont on parle aujourd'hui, c'est quelque chose de bien plus subtil et d'infiniment, infiniment plus grand. Alors, concrètement, qu'est-ce qui fait la différence entre un supervolcan et le volcan qu'on imagine tous? Eh bien tout en fait. C'est une question d'échelle, de forme et d'une puissance de destruction qui dépasse presque l'entendement. La différence, elle est juste fondamentale. D'un côté, le volcan classique, une montagne, une menace qu'on voit. De l'autre, le supervolcan. Et là, souvent, il n'y a même pas de montagne. Rien. Juste une immense dépression dans le sol, comme une cicatrice. Et la puissance, alors là, on parle de l'indice d'explosivité volcanique, le VI. Pour un supervolcan, on passe à 8, voire plus. Ce n'est plus une éruption, c'est un événement méga colossal. Et cette fameuse dépression, elle a un nom, une caldeira. Attention, elle ne se forme pas parce qu'une montagne grandit. C'est tout l'inverse. C'est le sol qui s'effondre littéralement après qu'un réservoir de magma absolument gigantesque s'est vidé. C'est en quelque sorte la signature laissée par une éruption passée d'une violence inouïe. VE8. Retenez bien ce chiffre. C'est le seuil minimum pour parler de super-éruption. Pour qu'on se rende compte de ce que ça veut dire, c'est des milliers de fois plus puissant que l'éruption du Vésuve qui a rayé Pompéi de la carte, ou même celle du mont Sainte-Hélène, qui était déjà monstrueuse. Et là, voici le moteur de la bête. Une chambre magmatique gigantesque. Il faut s'imaginer un véritable océan de roches en fusion qui, sur des centaines de milliers d'années, accumule une pression colossale. C'est un peu comme une cocotte minute de la taille d'une grande métropole qui chaufferait très lentement. Allez, on quitte un peu la théorie pour passer au concret. Et pour ça, il n'y a pas d'exemple plus célèbre, plus étudié que le supervolcan qui sommeille sous le parc national de Yellowstone aux États-Unis. Ce qu'on voit à Yellowstone en surface, vous savez, les fameux geysers, les sources chaudes, ce que des millions de touristes viennent admirer chaque année, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En dessous, c'est un autre monde. Un système ultra complexe avec une première chambre magmatique, puis un réservoir encore plus vaste connecté directement au point chaud du manteau terrestre. En fait, toute cette activité en surface, ce n'est rien d'autre que la lente respiration du géant. Et ce géant, il ne fait pas que respirer. Il a déjà montré sa fureur par le passé. On sait qu'il a connu au moins 3 super-éruptions. La dernière, c'était il y a 640 000 ans. Elle a été si massive qu'elle a littéralement sculpté la caldeira qu'on peut observer aujourd'hui. Bien sûr, ces événements sont rarissimes, mais ils font partie d'un cycle. Mais attention, endormi ne veut pas dire mort, loin de là. L'activité, elle, est constante. Les geysers, bien sûr, mais aussi les milliers de petits séismes enregistrés chaque année. Et surtout, le sol. Le sol qui gonfle et se dégonfle de plusieurs centimètres. Tout ça, ce sont des preuves que le magma bouge, qu'il est actif, juste sous la surface. Bon, on a bien compris que le système est actif. La question qui vient tout de suite après, c'est quel serait l'impact si le pire arrivait? La réponse est simple et assez glaçante. Les conséquences ne seraient pas locales, pas du tout. Elles seraient planétaires. Alors, essayons de visualiser. Tentons de se projeter dans ce scénario catastrophe. Que se passerait-il, vraiment, le jour où un supervolcan comme Yellowstone se réveillerait pour de bon? C'est un effet domino absolument terrifiant. D'abord, l'éruption elle-même. Elle projette des milliards de tonnes de cendres et de gaz de soufre très haut dans la stratosphère. Ensuite, ces particules forment une sorte de voile qui bloque la lumière du Soleil. C'est ce qu'on appelle un hiver volcanique. Les températures chutent sur toute la planète. Troisième étape, sans soleil, plus de photosynthèse. Les plantes meurent, les chaînes alimentaires s'effondrent, ce qui mène à des famines mondiales. Et enfin, notre société moderne, avec ses transports aériens, ses réseaux électriques, toutes nos infrastructures, s'effondreraient sous le poids des cendres. Face à une menace pareille, la question est évidente et cruciale. Est-ce qu'on pourrait le voir venir? Est-ce qu'on est capable d'anticiper le réveil d'un de ces géants? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas complètement aveugle face à ça. La science a développé des outils incroyablement sophistiqués pour surveiller ces zones 24 heures sur 24. On a des réseaux de sismomètres qui enregistrent la moindre vibration, des GPS qui mesurent les déformations du sol au millimètre près. On analyse la chimie des gaz qui s'échappent pour voir si quelque chose change. C'est un peu comme si on prenait en permanence le pouls du volcan.
Mais, et c'est là toute la limite de notre technologie actuelle, prédire le quand exact, ça reste impossible. Les scientifiques peuvent détecter des signes d'agitation, oui, ils peuvent voir qu'un réveil est possible, peut-être des années, voire des décennies à l'avance, mais ils ne peuvent pas donner de date. On peut voir que l'horloge s'accélère, mais on ne sait pas à quelle heure précise l'alarme va sonner. Et tout ça, ça nous laisse avec une pensée assez profonde, finalement. L'étude des supervolcans, ce n'est pas juste une question de science, c'est une vraie leçon d'humilité. Ça nous rappelle que notre planète abrite des forces qui nous dépassent complètement et que notre survie, au fond, dépend de notre capacité à comprendre et à respecter ces géants silencieux. La vraie question, c'est, est-on prêt à les écouter ?